Bonjour, bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver pour cette 6e édition des 5 livres. Nous parlerons aujourd'hui de Pichik et Pichouk, et si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous ne perdez rien pour attendre. Nous parlerons du mime le plus célèbre du monde, et puis aussi des rapports entre le judaïsme et la nature, avec nos 3 invités, le dramaturge et écrivain Jean-Claude Grimbert, la comédienne Aurélia Marceau, et Jean-Christophe Attias, historien et philosophe du judaïsme. Et puis en fin d'émission, il sera question de l'Allemagne, de Wagner et des Allemands à travers 2 livres que j'ai choisis. L'un qui m'a déçu et l'autre qui m'a enthousiasmé. Jean-Claude Grimbert, bonjour. Bonjour. Alors Pichik et Pichouk, on précise, 2 bourgs près de Brody, ils existent vraiment ? Je ne les ai pas trouvés. Parce que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. En tout cas, Brody existe bien. Oui. Il est en Ukraine. Oui, oui. Et maintenant, il est en Ukraine. Maintenant, avant, mais à l'époque... Avant, c'était... Et vous dites à un moment, les histoires ne disent pas tout et ne doivent pas tout dire. Celle-ci, en l'espèce, qu'est-ce qu'elle ne doit pas dire ? Et qu'est-ce qu'elle dit ? Je dirais, il ne faut pas essayer de tout dire. Voilà. Plutôt que ça ne doit pas tout dire. C'est impossible de tout dire. Surtout sur ce sujet. Et je pense que sur le sujet qui a occupé toute ma vie d'écriture, pratiquement, bien qu'en 70, on me disait déjà d'arrêter de parler de ça. Voilà. Bon. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Chercher à tout dire, c'est une sorte de... Oui, j'en ai fait un interdit, c'est-à-dire que sinon on n'écrit pas. Voilà, si on veut, il y a des gens, même après l'atelier, qui me disaient, mais vous auriez dû parler de ça, Et j'ai dit non, mais... Même après Dreyfus. Voilà, même après Dreyfus, voilà. Donc c'est quelque chose... Bon, c'est une phrase, hein, si quelqu'un peut tout dire, qu'il dise tout. Mais je pense qu'on n'a pas tout dit sur ce qu'on n'appelait pas la Shoah quand moi j'ai commencé à écrire, voilà. Et que j'ai entendu Annette Vivorka qui disait là, que dans 30 ans, on découvrira encore des choses, voilà, dont on pourra parler ou s'émouvoir, voilà. Il n'y aura plus les témoins, il n'y aura plus les enfants des témoins, il y aura toujours les historiens, et il y aura toujours... C'est en fait la seule chose qui reste du XXe siècle. Voilà, ce qu'on a connu, nous, les espoirs qu'on a pu avoir quand on était de gauche, le communisme, les lendemains qui chantent, qu'est-ce qui reste ? Une sorte de voilà, la Russie, la Chine... je dis pas ça avec mépris, je dis que c'était pas l'espoir qu'on avait, voilà, au moins. Et donc, on est dans un temps où, c'est pas pour dire, mais il n'y a plus d'espoir. Voilà, personne ne propose une espérance quelconque. Donc on avait, nous, la chance, même si on était dans l'erreur, même si on couvrait des crimes par ignorance, on avait de l'espoir. En tant que communiste ? En tant que communiste, en tant que socialiste, même en tant que sioniste, même on était dans une sorte... Il y avait une sorte... Maintenant, je pense surtout aux enfants. Quand j'écris ça, je pense aux gens de mon âge qui sont en train de reparcourir leur enfance. Je ne dis pas qu'ils la revivent ou qu'ils la vivent, mais je m'aperçois que l'idée de... Oui, d'un certain point de vue, je revis une enfance que je n'ai pas vécue. Voilà. J'étais avec mon frère, on était cachés en zone libre. Avant d'apprendre mon nom, j'ai appris un autre nom, qui n'était pas le mien. Voilà. Lequel ? Alors j'ai eu un gros problème avec mon frère. Moi, je pensais que c'était Richard. Et en fait, dernièrement, j'ai rencontré un... Lui, il pensait que c'était Guichard. Voilà. Et moi, je pensais que c'était Richard. Et j'ai rencontré un homme, dont j'ai oublié le nom, qui était à Moissac. Et là, Moissac étant un endroit où il y a eu 500 enfants
cachés, pas un seul déporté. Dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai vu un petit bonhomme comme ça qui s'est approché, il m'a dit « C'est toi Grimbert ?» Alors j'ai dit « Oui ». Il a dit « C'est moi qui t'ai donné ton nom et qui t'ai fait tes faux papiers. » Il a sorti une liste, il m'a montré la liste. Alors il y avait Grimbert Maxime, Grimbert Jean-Claude, Guichard. Voilà. Vous savez que cet homme-là, ça aurait pu être un certain Mangel, c'est-à-dire le futur Mime Marceau. Oui. Parce que et son frère. le père et C'est son frère, Alain, en fait, oui. Alain Qui était Mangel responsable, était effectivement, de la 6e à Moissac. Votre Tout père à fait. était à Moissac à ce moment-là. Ouais. Et puis je sais peut-être rencontrer. Il faisait des faux papiers. Et Complètement. c'est incroyable. Par contre, je sais, je ne l'ai pas rencontré. Moi, j'avais C'est en 4 ans. Hein. Moi, j'avais 4 ans. Oui, vous êtes né en 39. Mais alors que j'ai rencontré Loinger, qui est donc, d'après ce que j'ai compris, l'oncle. Le grand cousin de... Le grand cousin de Marcel. De Marcel, c'est ça. Voilà. Loinger, je l'ai rencontré, il avait 97 ans. Je m'attendais à voir un homme couché dans un lit avec des tuyaux partout. Et j'arrivais pas à faire le code de la... Et je vois un type qui arrive et il dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors je lui dis bah, « Je fais le code. » « Et pourquoi ?» Je dis bah, « J'ai rendez-vous. » « Avec qui ?»« Avec un monsieur Loinger. »« Mais c'est moi !» Alors « Ah oui, Grimbert. Ah oui, venez. Bon, on prend l'ascenseur ou on monte à pied ?» Je lui dis « Écoutez, à quel étage on est ?»« Au 3e. Allez, on monte à pied. » Et il se met à cavaler dans l'escalier. Et moi, je le suis derrière. Après, il me dit, je m'assois pas parce que j'aime pas me lever. J'aime mieux parler debout. Et on a parlé 1 heure debout, et moi, je lorgnais sur tous il y avait plein de fauteuils. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'était des hommes extraordinaires, quoi. Moi, j'étais le client, le petit client qui a vécu tout ça sans le vivre. C'est-à-dire, je n'ai aucun souvenir, ni de... Mon frère en avait, mais il voulait surtout pas me les raconter parce qu'il ne voulait pas, lui, se souvenir. Voilà. Maintenant, il me raconte des choses qu'il m'a cachées pendant 70 ans. Alors, Jean-Claude Grimbert, tout à l'heure, vous disiez, vous parlez de ce qu'on ne peut pas tout dire, hein. Et vous parliez de la matrice de tout ce que vous avez écrit, à savoir la guerre, la Shoah, l'occupation. Et quelque part, vous avez dit un jour, j'ai mis 80 ans à comprendre ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris que j'étais un survivant, que mon frère était un survivant, que ma mère était une survivante. Mais pas votre père qui a été déporté au Auschwitz. Voilà. Et pas votre grand-père. Et pas mon grand-père. Et j'ai aussi beaucoup plus pensé à ce grand-père qu'à mon père. Pourquoi ? Parce qu'il était aveugle. Que moi, j'ai perdu très vite un œil, et l'autre œil était menacé. Voilà. J'avais un trou maculaire à l'autre œil. Et je me suis vu... J'ai vu mon grand-père à Drancy, quoi. Comment on est... Alors, pendant très longtemps, j'ai mis mon père avec lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai pas voulu qu'il soit seul à Drancy. Et donc, je me suis démerdé et tout, alors que j'avais les cartes que Annette Vivorca m'avait sorties avec tout, avec la belle écriture, sergent-major et tout, datant l'arrestation, la libération de Compiègne, puis la reprise, voilà. Tout était là. Et moi, j'avais voulu, tout en écrivant des choses sur mon père, j'avais complètement magouillé pour qu'il soit avec son père. Et puis un jour, j'étais face à l'évidence, il y a quelqu'un qui m'interviewe, et je raconte tout ça, et la personne me dit, mais c'est pas possible, parce que votre père, il a été arrêté tel jour, en 43, il est parti en 43, 3-4 jours après avoir été à Drancy. Il n'a pas pu rester. Votre grand-père, il est parti en décembre. Voilà. C'est pas le même numéro de convoi. Et... Voilà. Ça commence 45, 46, 47, 48, 49. Voilà. Mais il y a eu un arrêt en décembre jusqu'à début février. Il n'y a pas de convoi. Mais vous dites qu'il vous a fallu des décennies pour comprendre que vous étiez un survivant. Ça ne vous est pas apparu évident avant ? Pourquoi ?
c'est pas... Bon, si j'avais réfléchi, j'aurais pu le dire que j'étais survivant. Mais la nature, comment ça s'est passé? J'ai lu dans un livre de M. Birnbaum, Pierre Birnbaum, il parle du commissaire du 10e arrondissement qui était l'un des moins zélés dans la chasse aux Juifs. Voilà. Et ma mère, mon frère et moi, on est arrêtés. Ils viennent chercher mon père qui n'est pas là. Et on va à la mairie du 10e, entouré par 2 flics. On remonte toute la rue de Chabrol. Voilà. Et c'est cet homme, ce flic, qui a dit rentrez chez vous. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que on était à 2 doigts. Voilà, on était au pied des camions. Alors, est-ce que c'était des bus ou des camions? C'est pas la rafle du Veldiv. Hein. C'est pas parce qu'il venait chercher un juif roumain, apatride d'origine roumaine, c'était l'appellation de mon père. Roumain comme votre père. Voilà, c'était ça l'apatride d'origine roumaine. Et donc, il ne les arrêtait pas. Les juifs roumains ou les apatrides d'origine roumaine n'ont pas été raflés au moment du Veldiv. Parce que la Roumanie était alliée de l'Allemagne. Donc voilà, on est dans une sorte de folie, quoi. On n'arrête pas les juifs roumains à Paris parce que les Roumains sont des alliés de l'Allemagne. Mais par contre, on va les arrêter 2 mois après, avec les juifs hongrois. Donc on est dans une sorte de folie. Et j'essayais de parler plus des 6 millions. J'ai jamais essayé de parler de mon père. Voilà. Et c'est maintenant que je suis travaillé par cet inconnu, quoi. Mais il y a eu quand même mon père inventaire. Oui, mais à peu près tout est faux dedans. Tout est faux. À peu près. Pourquoi? Les dates et tout ça, les trucs et puis on dit pas tout, mais il faut pas non plus dire peu de choses avec des choses fausses en plus. Voilà. Non pas quand vous étiez à Moissac, vous aviez 3-4 ans, mais après la guerre, quand vous avez vu le mime Marceau à la télévision ou ailleurs, et que vous saviez qu'il s'appelait Mangel. Je ne le savais pas. Vous ne saviez pas? Non. Ça ne vous a pas rappelé quelque chose? Ça ne vous a pas ramené à Moissac? Non. J'ai le souvenir d'avoir vu le manteau. Le manteau, c'était une pièce de théâtre À la base, oui. jouée au théâtre de l'Ambigu, où j'ai fait 2 ans après mes débuts comme comédien. Et je me souviens très bien de la représentation, et je me souviens des bips. Voilà, j'ai vu plusieurs spectacles. C'est petit à petit que j'ai découvert qu'il était juif. Et c'est bien après. Alors qu'à l'époque, on cherchait qu'il n'était pas. Voilà. Parmi les... Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était juif? Je pense que il exprimait quelque chose pour moi qui était de l'ordre de voilà, c'était chaplinesque. La mélancolie? Il y avait une gravité. Il y avait une gravité et il y avait surtout ce qu'on trouvait peut-être un peu plus à l'époque qu'aujourd'hui. Il y avait du tragique, il y avait du sens dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire le manteau, on peut en faire un truc anodin. C'était vraiment un drame, voilà, comme ce qu'a voulu Gogol. Mais on pouvait en faire aujourd'hui. Vous l'avez adapté, le nez. Vous aviez adapté le nez? Non. Non, jamais? Non. Et le manteau non plus? Non plus. Non. Gogol, c'est vraiment... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'il fait? Disons que là où je trouve Aurélia Marceau. des similitudes incroyables, c'est aussi la façon dont vous parlez vous-même quand vous avez vu notre père, Marcel Marceau, au théâtre. C'est que lui aussi, finalement, même quand il passait dans un registre comique, il y avait toujours
le drame originel en filigrane. Et c'est peut-être ça aussi qui donnait cette force et qui a dû toucher plus d'un cœur aussi, parce qu'on pouvait se reconnaître aussi. Et pourtant, c'était dans le silence, mais on pouvait savoir qu'il y avait derrière une conscience aiguë et précoce aussi de ce que c'est que la fragilité de la vie et de la perte aussi. Alors, et moi, c'est ça que j'ai ressenti aussi en lisant aussi ce que vous avez dit aussi sur la pièce que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que ils se sont croisés sans trop savoir qui étaient l'un et l'autre. Mais en 1943, Jean-Claude Grimbert avait 4 ans, votre père avait 20 ans. Ils étaient tous les deux à Moissac. Et les deux ont eu en même temps le même choc, c'est de voir leur père partir et de ne pas revenir. Ils étaient à Limoges, en fait. C'est Alain, qui est devenu Alain, mais c'est Simon, son vrai prénom. Votre oncle? C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, effectivement, lui est entré tout de suite, clandestinement dans la résistance, et il a fait rentrer aussi Marcel, son jeune frère, dans la résistance. Et donc c'est à Limoges que leur père Charles a été arrêté par la Gestapo. C'était en février 1944. Il a été torturé, puis il est parti ensuite à Auschwitz. Et il a su plus tard par un rescapé d'Auschwitz, enfin c'est le frère c'est Simon, donc dit Alain, qui a ensuite croisé un rescapé d'Auschwitz qui lui aurait dit que son père avait été gazé à son arrivée, en fait. Ils avaient des informations comme ça parce que finalement, pendant des années, il n'arrivait pas à croire que son père était vraiment mort. Il a cru pendant des années que son père pouvait peut-être revenir. Il ne savait pas, en fait. On ne savait pas. On ne savait pas. Exactement. Et on a mis du temps avant d'admettre. C'est ça. Voilà. Et même de savoir, de se dire, est-ce que c'est quand on entendait parler de quand, est-ce que ça existe, est-ce que c'est réel, ce qui se dit, ça a mis du temps de... Alors, moi, je veux juste dire, moi je pouvais savoir, parce que mon grand-père aveugle, les flics français qui l'avaient pris, l'avaient porté dans les escaliers. Donc, il y a quelque chose, on ne prend pas un aveugle pour le mettre dans un train, même un train de marchandises, quand on lui veut du bien. Voilà. On ne le porte pas dans les escaliers quand on lui veut du bien. C'est-à-dire, on est pressé. Qui se charge d'emmener un aveugle de 75 ans? Voilà. Donc, on pouvait comprendre. Je pense que les adultes pouvaient comprendre. Mais, il y avait quelque chose, c'était tellement inimaginable. C'est ça. Voilà, c'était... C'est ça. Et donc, les bruits, alors le grand-père, bon, il était mort, mais le père, il risquait de revenir. Je dis bien, il risquait. Voilà. C'est quelque chose. Et pour répondre à pourquoi on ne savait pas tout à fait sûr que Marceau était juif, c'est parce qu'à l'époque, ça ne se disait pas. Voilà. Il était le mime Marceau. Voilà. D'ailleurs, même son nom, voilà. Il n'était pas connu. Voilà. Et les il n'a pas repris son nom. Les communistes, les résistants communistes, on leur donnait des noms français. Leurs exploits, comme on dit, étaient donnés à des résistants qui avaient des noms français. Les frères Lévy, on leur a demandé de changer de nom pour être édités. C'était l'image de la France, de la résistance, et puis c'était quand même la même administration. Le terme apatride d'origine roumaine, c'est un titre de Vichy qui était encore employé après-guerre. Et puis il y avait toute cette ignorance et tout ce non-dit. Il fallait faire disparaître le fait que vous, c'était la Gestapo, mais la majorité des gens qui sont partis en 42 et en 43, c'était les flics français ou les gendarmes. En province, c'était les gendarmes. Aurélien Marceau, pourquoi votre père
a décidé d'officialiser en 1964 son changement de nom. Passer de Mangel à Marceau, officiellement. Ça répondait à une nécessité? Je ne sais pas vraiment pourquoi il a fait ce choix. Je ne saurais pas le dire, en fait. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais je ne saurais pas le dire. Et est-ce qu'il vous racontait, parce qu'il est né une première fois en 1923, mais il est né une deuxième fois en 1943, comme Jean-Claude Grimbert, 1944, au moment du dernier regard avec son père avant la déportation. Est-ce qu'il vous racontait la guerre, ou bien est-ce qu'il s'est, comme d'autres, refermé sur lui-même à ce sujet? Parce qu'avec ses enfants, c'est différent. En fait, c'est un petit peu ce que je dis dans la préface, dans cette adresse directe à lui, parce que c'était compliqué d'écrire autrement, en fait. C'est vraiment un besoin de s'adresser à lui, comme ça, voilà, une adresse directe. Et moi, j'ai juste, ce que je dis dans cette préface, c'est que c'était plus dans justement les silences, le regard, que je percevais son tourment, en fait. Mais finalement, il était très pudique. Moi, j'ai peu de souvenirs. Il parlait bien sûr que son père avait été déporté, mais il en parlait très peu. Donc, toute une histoire de famille. On était à France Culture ce matin avec Camille, et justement, elle disait qu'il y avait... On découvre aussi à travers ce récit une grande famille, mais qu'on a finalement peu connue. Beaucoup ont disparu et tout ça. Donc, pour nous, c'est beaucoup aussi d'interrogation, et de découvrir ce récit. Ça a été une façon de découvrir une histoire, aussi notre histoire. Ce récit, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire. Donc, c'est mémoire. C'est les mémoires. Jusqu'en 1952. Hein. C'est ça. Il a 29 ans. Donc ça, c'est la réédition, mais avec énormément de... Alors, c'est un livre inédit. C'est vraiment un récit. Même son texte à lui? Ah, son texte est un texte inédit. Ah, totalement inédit. Totalement inédit. Il y a beaucoup de photos, énormément de photos de famille. C'est très touchant. On est vraiment dans l'intimité de la famille Marceau, Mangel Marceau. C'est vraiment un document et qui se lit extrêmement agréablement. Mais est-ce que... moi, ce qui m'est apparu, c'est que dès le départ, il y a chez lui, quand même, comme chez Jean-Claude Grimbert, la passion du théâtre. Charles Dulin. Parce qu'il y a l'école du mime, bien sûr, mais avant tout, c'est un homme de théâtre. C'est d'abord Charlot, le coup de Chaplin. cœur. C'est Chaplin à 5 ans, dans un cinéma à Lille, et c'est son père qui l'amène au théâtre, au cinéma, excusez-moi. Et là, il découvre... c'est un choc, parce qu'il découvre vraiment un ami, un frère. Il découvre ce petit bonhomme qui a cette naïveté, cette fausse naïveté, j'ai envie de dire, et cet étonnement qui se retrouve dans des situations qui met la pagaille, qui finalement n'est jamais à sa place, est un vagabond, et en même temps il y a cet humanisme aussi il y a ce regard de Charlot qui est... Voilà, et qu'on retrouve aussi beaucoup dans le travail de... Il y a une quasi-identification, parce que on voit les photos très jeunes, avant d'être le mime Marceau, il limite Charlot en permanence. C'est magnifique. D'ailleurs, les photos sont assez... C'est ça. Il limite, il s'identifie complètement à lui, et du coup, voilà, c'est, je pense, une révélation pour lui. Mais après, il y a quand même le passage... par le théâtre, par Charles Dulin. C'est ça. Qui est quand même très formateur, par des grands professeurs. Très vite, il va vers le mime. Et là, on a le sentiment qu'il a inventé son propre art. Il a complètement réinventé à partir des influences, des multiples influences, un art bien singulier qu'il a réussi à réinventer, comme vous le dites très très justement. J'aurais envie de revenir sur cette enfance, parce que nous, ce qui nous a aussi beaucoup intéressés dans ce récit, c'est de voir cette enfance heureuse, insouciante, protégée, et où, depuis le plus jeune âge, l'imaginaire est un refuge. L'imaginaire, c'est une maison, c'est protecteur. Et pour lui, le monde extérieur est comme une agression, ça lui fait très peur, tout lui paraît trop immense en fait.
et il fait feu de tout bois pour créer des scénarios, pour créer des histoires. Et il y a le choc de la guerre, effectivement, qui vient mettre un terme à cette enfance. Et puis de certains, bon, vous avez parlé de Chaplin très jeune, c'est vrai, d'ailleurs on l'a appelé le Chaplin français, très souvent, mais parmi les chocs, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Les Enfants du Paradis et que l'incarnation du mime par Jean-Louis Barrault a quand même beaucoup compté pour lui. Énormément, Ah oui. Énormément compté. Il était très admirateur de Jean-Louis Barrault. Et Les Enfants du Paradis, il aurait rêvé de pouvoir, jouer dans ce film. Et du coup, il a composé Bip à partir de toutes ces figures, en fait, mais dans une urgence. Bip, c'est 1947. C'est ça. L'acte de naissance. C'est ça. C'est son personnage. C'est son personnage. Donc, avec un pull marin, enfin un tricot marin un petit peu. Une marinière. Après, son costume a évolué au fil du temps, avec un petit pantalon assez serré au niveau des mollets, un petit caraco, et puis ce chapeau haute forme avec une fleur flamboyante rouge. Dans les colos où on partait, voilà, tout le monde mimait. Ah oui. Il faisait le chirurgien, tout le monde. On montait des petits spectacles sur les chansons. Il y en avait un qui chantait, l'autre qui mimait. C'était quelque chose de... Et je voudrais évoquer Gilles Segal, qui était le second, on peut dire, oui, dans bien des cas, et qui, lui, était déporté, et le père, mère et sœur déportés. Voilà. Donc, autour de Marceau, il y avait, c'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'on n'en parlait pas. Quand on était en colo entre enfants de déportés, on savait que l'un, c'était sa mère, l'autre, c'était son père. Mais on ne parlait jamais de ça. Il n'y avait pas l'occasion d'en parler. Quant au changement de nom, moi j'ai eu beaucoup de copains qui ont changé de nom. Jean Lescaut, il s'appelait pas Jean Lescaut, voilà. C'était... J'ai un copain qui s'appelait Jean Caunes, qui écrit des livres, qui est un professeur et tout ça. Et il a francisé son nom, et maintenant il voudrait revenir au nom, à son vrai nom. Et ils sont pleins à se dire, mais pourquoi j'ai changé de nom? Mais parce que tout le monde, à l'époque, voulait s'écarter de cette histoire, ne plus être pris dans, et devenir le Charlot français, international, mondial, qui remplaçait un peu, qui était... Voilà, c'est... Comment dire? Oui, pour répondre effectivement à votre question par rapport au nom de Marceau, pourquoi il l'a gardé? Je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est-à-dire vouloir changer d'identité, ne plus vouloir être stigmatisé. Et c'est pour ça qu'aussi son personnage avec ce masque, c'est une façon aussi d'être protégé aussi. Voilà, je pense de se protéger, mais en même temps, ce n'est pas un masque qui couvre, c'est aussi un masque avec lequel il va s'exprimer, avec lequel il va communiquer, avec lequel il va transmettre aussi. Mais il y a quelque chose comme d'un bouclier aussi qui permet d'affronter le réel aussi, un réel qui a été traumatique. Donc son père était né Mangel, sa mère était née Versberg. Est-ce qu'il se disait juif? Oui. Oui. En tous les cas... il y a un moment où il réagit dans le récit. Il y a un moment où il réagit justement à quelque chose d'antisémite. Voilà, l'antisémitisme le touche, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui. Il ne le cachait, à mon avis, il ne le cachait pas, mais ça ne se proclamait pas. Voilà. C'était... En raison de... Bon, il n'a pas l'impression d'avoir été ni pratiquant, ni croyant, ni attaché à des traditions. Je ne sais pas si dans sa famille, il y avait des traditions qui étaient perpétuées, traditions religieuses. Il en parle assez peu. On a quelques instants comme ça qui sont saisis avec son père à un moment donné, mais qui comment dire... qui passe très vite sur les commandements, il feuillette comme ça. Enfin, je pense que ses parents étaient, comment dire... Si, ses parents étaient... il y avait certainement
des rituels et tout ça, il y a des prières, mais il en parle. Mais je ne sais pas si vraiment... je crois qu'il y avait une grande liberté en même temps. Non, c'était dur de croire après. De toute façon, voilà. Alors ça c'est sûr. Ça posait un problème technique. Comment croire après l'abandon, après le... C'est ça. Et puis, on n'était pas éduqués, on était républicains, quoi. Exactement. C'était une gloire républicaine. Exactement. Voilà. C'était pas... C'est dans ce sens-là. Jean-Christophe Attias, vous avez lu ces 2 livres? J'ai lu le livre de Jean-Claude Grimbert. J'ai commencé à lire, je suis arrivé à la moitié, les mémoires du mime Marceau. Et j'ai trouvé très vite dans le livre de Jean-Claude Grimbert quelque chose qui aurait pu être le point de départ de mon propre livre. Le livre de Claude Grimbert est plein d'émotions, il est grave, et puis il est aussi souvent drôle. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire en tout cas. Je vais vous dire exactement où c'est, parce que comme universitaire, je suis un homme précis. Page 44. Page 44. C'est donc la narratrice qui raconte qu'elle se réveille dans une chambre qu'elle ne connaît pas, il y a une seule fenêtre, elle l'ouvre, et qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle ne voit pas ce qu'elle voit d'habitude, elle ne voit pas la rue de Seine, ni même la rue de Bussy, elle n'aperçoit pas la moindre terrasse de bistrot, ni la moindre vitrine de confection. Et c'est la fin de ce paragraphe qui m'a plu. Seule la nature était présente partout, l'enfer sur terre. Alors il y a là quelque chose comme résumer, ramasser l'idée qu'on se fait parfois du rapport des Juifs à la nature, un rapport un peu complexe ou distant. Les Juifs ont peur de la nature, ils sont éloignés de la nature, ils y prennent pas trop garde, ils préfèrent ne pas s'y retrouver seuls. Et il y a une espèce de distance qui semble posée a priori entre les Juifs et la nature. C'est moins simple évidemment. Oui, mais enfin l'enfer c'est dur. Oui, c'est un peu sévère pour la nature. Et c'est un peu sévère pour les Juifs aussi, parce qu'en réalité, effectivement, il y a eu des représentations du Juif qui ont dominé certains moments de l'histoire récente. Il y a eu le Juif déraciné, et un Juif déraciné, c'est un Juif qui est hors nature. Ça, c'est la représentation, on va dire, antisémite, classique et déclinée de multiples façons. Donc dégénéré. Dégénéré, juif non naturel, antinaturel, on peut imaginer tout ce qu'on veut de négatif. Il y a aussi quelque chose dans le projet sioniste, il y a un projet politique de régénération du juif diasporique, perçu comme pâle, pas très costaud, replié sur lui-même, enfermé dans sa chambre. Rasant les murs, bien sûr, ghettos. Parce qu'il a peur, rasant les murs des ghettos où il se trouve enfermé. Et donc on va le régénérer, on va le faire découvrir le soleil, la nature, le plaisir de l'agriculture. On va le réenraciner dans la terre de ses ancêtres. Et donc si on fait tout ça, si on fait cet effort et si on a ce projet, c'est que précisément il y avait une altération du rapport des Juifs à leur environnement immédiat. Tout ça se discute, et se discute d'autant plus que si on se plonge dans l'histoire de la culture juive, dans les grands textes, depuis la Bible bien entendu, jusqu'à des choses beaucoup plus récentes, la tradition rabbinique, la tradition orale, les commentaires, on se rend compte que, alors même qu'il est parfois effectivement enfermé dans les murs du ghetto, eh bien le Juif se préoccupe de la nature. La nature, elle fait partie de son imaginaire, elle l'accompagne, même s'il n'est pas précisément en rapport direct avec elle, puisque le judaïsme se préoccupe au plus haut point de la nature, de son devenir, de ses équilibres, et le judaïsme prescrit un certain nombre de choses aux Juifs qui sont destinées à garantir un équilibre naturel, un équilibre naturel et un rapport sain des Juifs à leur environnement. Donc, la nature est partout dans la loi, elle est partout dans la Bible. C'est ceux qui ne les lisent pas qui l'oublient. Et donc, l'aliénation du Juif par rapport à la nature, c'est en grande partie, je pense, un mythe. Ce qui est bien avec votre livre, c'est que c'est un livre très érudit, très savant, mais qui se lit très agréablement parce que l'écriture en est fluide, et puis parce que c'est un vagabondage et non pas un essai cuistre et savant. Il est érudit sans le mauvais côté de l'érudition. Et donc on plonge dedans avec beaucoup de facilité et d'agrément, d'autant plus que
de temps en temps, vous permettez dans ce vagabondage érudit des incursions très personnelles. Où vous parlez de vous, bien sûr, de vos origines, de votre propre rapport à la nature. Mais le mot qui revient le plus souvent, c'est la loi, bien entendu, avec un L capital, qui est la base donc du judaïsme. Et là, on s'aperçoit, grâce à votre relecture des Écritures, que la nature est partout dans la Bible, dans les textes, dans les Écritures. La nature est partout, elle est présente, on a des devoirs envers elle. L'homme n'est pas là seulement pour la dominer, il est là aussi pour la cultiver, la protéger, à en garantir l'ordre, un ordre voulu par Dieu. Donc la nature est effectivement omniprésente, et donc un juif, même enfermé dans sa chambre, qui étudie les textes classiques de sa tradition, il est de fait immédiatement plongé dans une nature, en partie mythique, mais pas complètement, c'est des choses très concrètes qui sont évoquées. Alors, au commencement était l'arbre, finalement. Oui, tout commence avec tout commence sous un arbre, hein, dans un jardin, dans un jardin, même, on peut pas l'oublier. Et ça commence plutôt mal, puisque ça commence par une faute, par une transgression du premier ordre, de la première prescription divine, ne pas manger de cet arbre qui est au milieu du jardin. On va en manger justement. Donc ça commence là, dans un jardin, sous un arbre, et finalement tout finira, si l'on en croit les prophètes, sous un arbre, mais dans des circonstances beaucoup plus favorables, puisqu'on nous dit qu'un temps viendra où chacun restera assis à l'ombre de son figuier ou de sa vigne, et que personne ne viendra l'inquiéter. Bon, on n'en est pas encore là, mais l'arbre est au début et à la fin de l'histoire, et il accompagne la pensée que le judaïsme a de lui-même, l'idée que le juif et que l'homme est censé se faire de lui-même. L'arbre est une espèce d'alter ego, presque une personne. L'arbre est tout ce qu'il donne, puisque, d'une manière générale, le bois domine le fer. Le bois domine le fer, et ça me fait penser à un film, un peu douteux, pas forcément très réussi, avec de magnifiques effets spéciaux. C'est vrai qu'on s'y croyait. C'était peut-être trop. Vous vous souvenez de film de Ridley Scott, Gods and Kings? C'est Moïse, mais rhabillé par Ridley Scott. Avec son glaive. Avec son glaive. On en fait un chef de guerre. Et il a un glaive à la place de quoi? D'un bâton. Et c'est ce bâton, c'est le bâton du berger, c'est le bâton du pasteur, de celui qui se déplace dans la nature. C'est aussi l'instrument ou l'annonciateur du miracle. On lève son bâton, la mer s'ouvre, on lève son bâton et l'eau du Nil est changée en sang. Et plus que cela, le bâton de Moïse, qui est parfois doublé dans les récits du bâton d'Aaron, n'est pas du bois mort. Il peut renaître. Il y a un célèbre passage biblique où le bâton d'Aaron, pour prouver en quelque sorte, pour justifier sa prééminence dans l'organisation du culte, qui renaît pendant la nuit, qui donne des fleurs et des fruits en une nuit, et donc ce bâton du bois mort redevient vivant. Donc il y a toute une tradition juive de la centralité du végétal. Le végétal, c'est véritablement ce qui vous nourrit. Aussi, c'est l'arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre fruitier? Est-ce qu'on a tous les droits sur lui? Est-ce qu'on en consomme immédiatement les fruits ou est-ce qu'on attend? Qui est le propriétaire de tout cela? Le propriétaire de tout cela, c'est pas l'homme. L'homme est un locataire précaire. Et c'est Dieu qui est créateur du monde, plus que de la nature d'ailleurs. Le souci du judaïsme est moins un souci de la nature qu'un souci du monde et de ses équilibres. Dieu est présenté régulièrement comme le roi du monde, pas comme le créateur de la nature. Et l'homme est là, dans ce monde, une partie intégrante de ce monde, et il y joue un rôle singulier, mais qui n'est pas seulement de domination, d'exploitation, qui est au contraire de travail, de protection. Et toute la loi semble conçue, en quelque sorte, pour permettre aux Juifs qui l'observent de contribuer à la préservation de l'ordre de ce monde créé par Dieu. En même temps, ça ne correspond pas chez vous à un souci écologique, comme on pourrait le croire, en tout cas pas de manière manifeste en vous lisant. Non, je n'ai pas voulu écrire un manifeste écolo, d'autres le font très bien, ou pas bien, mais moi c'est pas mon... Mais en revanche, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que d'abord vous citez, ce que vous ne faites pas là, mais dans le livre, vous citez toutes vos sources et toutes les références bibliques, talmudiques et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit grâce à vous
que la nature, et notamment l'arbre, le bois, enfin la nature elle-même et la terre est omniprésente. Elle est omniprésente. Parce que en réalité, dans la loi, elle est tout dans la loi, elle est omniprésente. Elle est le sujet, l'occasion de pratiques diverses. Et de fait, il y a cette irruption de la nature. On peut l'observer même en pleine ville. Hein. Je songe par exemple à la fête de Sukkot au début de l'automne, à la fin de l'été, où des Juifs sont en train de se fabriquer une cabane sur leur balcon ou dans leur cour, y compris en pleine ville, de manière plus ou moins autorisée, et qui n'ont qu'une ambition, c'est de pouvoir y manger, y recevoir, et peut-être même y dormir, c'est le temps clément. Qu'est-ce qu'on voit à travers les branchages au-dessus de la soukha? On voit le ciel, on voit les étoiles, quand il fait beau. Et la fête elle-même, elle est pleine de représentations et même de présence du végétal, la palme, l'étrog. Il y a une espèce de... Le juif, même le plus urbain, se retrouve dans maintes circonstances liées en quelque sorte il se retrouve obligé de renouer avec la nature et de manifester ce lien. Il n'y a pas que Sukkot, parce qu'il y a aussi, par exemple, Toubi Shevat, avant d'être un jour des arbres en Israël, c'était aussi une fête. Oui, bien sûr, c'est une fête qui est le Nouvel An des arbres. Le Nouvel An des arbres. Le 15 du mois de Shevat, qui est chez nous, enfin dans des terres un peu plus septentrionales et austères, c'est l'hiver. Mais en terre d'Israël, c'est le début de la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. C'est entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Et du printemps. Donc alors c'est ça aussi qui est assez intéressant dans le judaïsme, c'est que ce rapport à la nature, il est un peu ambigu, parce que la nature qu'on a en tête, qu'on se représente, qu'on se figure et qu'on manifeste dans certaines célébrations, c'est une nature un peu lointaine. C'est pas forcément la nature immédiate, celle qu'on a à tout près, à 30 ou 40 kilomètres de chez soi. C'est la nature de la terre d'Israël. Ce sont les saisons. C'est la manière dont les saisons se succèdent en terre d'Israël qui compte. Par exemple, on oublie, là c'est la saison de Pessah. Quand je dis saison, d'ailleurs, je fais bien, puisque on nous rappelle et on nous dit qu'il faut se rappeler le sens premier de cette célébration, qui est de nous souvenir de l'esclavage et de la sortie des Hébreux de l'esclavage, cette libération qui précède en quelque sorte le don de la loi. Oui, très bien, toutes les grandes célébrations juives ont une dimension historique. Histoire étant entendue en un sens très large, hein, c'est l'histoire un peu mythique, c'est la légende si vous voulez, mais peu importe. Très bien, mais ce n'est jamais que cela. Puisque Pâques, c'est la fête du renouveau, c'est la fête du printemps, c'est la fête de la maturation de l'orge en Terre Sainte. Et chaque grande fête de pèlerinage est une fête agricole. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce lien, il a été maintenu, y compris dans des conditions de vie très urbaines. Il y a par exemple toutes sortes de pratiques anciennes, cultuelles dans le temple de Jérusalem, qui sont liées à la vie agricole. D'accord ? La présentation des prémices, par exemple, des choses de ce genre. Eh bien, alors on ne le fait plus. On ne le fait plus, soit parce que de toute façon on n'habite pas en Terre Sainte, soit parce que de toute façon il n'y a pas de temple où apporter quoi que ce soit. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on étudie dans les textes le détail des pratiques qu'on aurait pu faire si les conditions avaient été réunies. Donc il y a la persistance d'un lien avec la nature est obligatoire hein, dans toute perception juste de ce qu'est le judaïsme, de ce que sont les devoirs des juifs eux-mêmes. Au fond, à vous lire, on se persuade que la loi est une forêt et que les arbres sont partout. Les arbres sont partout, la loi est une forêt, alors on s'y perd, on s'y retrouve. Il y a un souci dans le judaïsme, c'est un peu par ça que je commence le livre, un souci de l'arbre et de sa survie, qui n'est pas loin du souci qu'on peut avoir de la vie, de la survie de son prochain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'écologie telle qu'on la conceptualise aujourd'hui, mais l'arbre est une personne, quasiment une personne. Mais vous-même, Jean-Christophe Atiaf, vous vous identifiez non pas à un arbre, mais à deux arbres. Parce qu'il y a deux arbres en vous, si je vous lis bien, à savoir le premier arbre, qui est celui de l'enfance, qui est une enfance goy, puisque vous êtes de père juif nord-africain, mais de mère catholique charentaise. Et donc ça vous donne
un rapport à la nature qui est différent. Et le deuxième arbre, c'est celui de votre jeunesse, c'est l'arbre de la connaissance, et à 20 ans, de la conversion au judaïsme orthodoxe. Alors, ça a modifié votre rapport à la nature. oui, alors ce que j'ai pu percevoir un temps comme contradictoire, c'est-à-dire comme deux mondes finalement assez étanches. J'ai eu une enfance de jeune enfant goy, si je puis dire, hein, vivant surtout dans le monde de la famille maternelle, et donc passant des vacances en Charente, chez les grands-parents, et ayant des activités de gamin à la campagne. Donc j'ai eu une grand-mère avec son jardin, enfin, j'ai eu ce rapport très simple, pas véritablement construit, naturel si je puis dire, avec la nature. Et ça, c'est mon premier souvenir de la nature, ce sont des souvenirs d'enfant goy. Et puis à 20 ans, ou un peu avant, je décide je choisis le côté ou le camp de mon père, si je puis dire, je décide de devenir juif au plein sens du terme, enfin au sens que je donnais au terme à l'époque en tout cas. Je décide de me convertir au judaïsme orthodoxe, je fais les choses très sérieusement, je ne vais pas chez les libéraux, bien que ce soit des gens fort recommandables. Je vais au minimum, je vais au consistoire, je fais une conversion orthodoxe, je deviens un juif orthodoxe, et je peux imaginer à ce moment-là que finalement la simplicité de ce rapport que j'avais avec la nature devient secondaire, est oubliée. Je suis un homme des textes, je m'intéresse, je suis un homme qui lit, qui commente, qui prie, enfin. Et en réalité, ce que je découvre, alors même que je suis devenu un juif orthodoxe, c'est que la nature fait à nouveau irruption dans mon univers. Et puisque la nature est présente dans les textes, elle est présente dans les pratiques, et finalement, ce que nous attendons, hein, c'est l'émergence d'une nature, d'un monde pacifié, où les hommes, tous les hommes, trouvent leur place. Donc, il y a plusieurs auteurs dans ce livre. Hein. Il y a l'enfant goy, il y a le jeune juif un peu naïf et un peu simpliste, puis il y a le vieux juif que je suis devenu. Mais est-ce que le deuxième arbre en vous a supplanté, au sens propre du terme, le premier ? Non, je pense pas. Il l'a prolongé. Je pense qu'il l'a prolongé. Enfin, c'est une histoire un peu complexe, puisque tenir les deux ensemble, ça ne va pas de soi. C'est pas forcément ce que souhaite le judaïsme, hein, puisque n'oublions pas que dans la Bible, et dans le judaïsme, tout est distinction, séparation. Dieu crée le monde en séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, la mer de la terre, enfin. C'est le contraire de l'harmonie. C'est le contraire de la... c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre dans la distinction. Et c'est particulièrement illustré par une bénédiction que l'on prononce tous les samedis soirs, à la fin du Shabbat, qui est ce qu'on appelle la Havdalah. Et la Havdalah en hébreu, c'est la distinction, la séparation. On bénit le roi du monde, donc celui qui a créé le monde et l'a ordonné. On le bénit d'avoir séparé, distingué, le jour de la nuit, le Shabbat des jours de la semaine, le sacré du profane, et Israël des nations. Alors ça, on le récite tous les samedis soirs sans forcément réfléchir à ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est la séparation. Et la séparation est souvent vécue, elle est même majoritairement vécue comme une division. Alors évidemment, moi, je ne peux pas accepter de vivre indéfiniment divisé. Mais ça, c'est votre quête du Graal. Comment continuer à distinguer sans diviser ? Je pense que c'est le grand projet du judaïsme. S'il y a un projet messianique, et je me méfie de tout messianisme, quel qu'il soit, s'il y a un projet messianique, effectivement, c'est de trouver la voie qui permette, en fait, que ce qui nous distingue ne nous divise pas. Et que la séparation ne soit pas une rupture absolue et qu'elle soit vécue dans une espèce d'harmonie. L'altérité n'étant pas seulement un danger, mais une richesse approchée comme telle. Mais par quelle voie passer pour y parvenir ? Je pense que il y a une façon de l'intérieur du judaïsme. Je vous ai dit tout ça, la séparation, très bien, la distinction, le Dieu qui crée en séparant, fort bien. Mais quand on lit attentivement et les récits bibliques, et les textes de la tradition rabbinique et les commentaires médiévaux, on se rend compte qu'il y a partout des choses qui coincent ou qui ne fonctionnent pas, qui ne laissent pas la séparation se faire complètement. Et on a tout le temps on a sans cesse des circonstances, des récits
où on voit que tout se mêle. Et on voit, par exemple, si on regarde la généalogie du Messie, sa généalogie n'est pas très nette. Il y a Ruth, il y a même Tamar, et l'histoire un peu limite, qui sont à l'origine, qui sont la condition même de la naissance et du développement de cette dynastie, de cette généalogie qui mène à celui qui doit consacrer notre libération à tous, qui est lui-même désigné comme Tsemach, comme une plante, comme un rejeton, un rejet. Donc il y a, on voit dans les textes, et y compris dans la loi, qui se bat sans cesse contre toute espèce d'hybridité. Souvenez-vous du mélange du lin et de la laine dans un même vêtement, qui est interdit. Et puis il y a plein d'interdits qui sont du même ordre. Le mélange du lait, de la viande, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a aussi la hantise des mariages mixtes, ça fait partie mais ça fait partie de la tradition biblique. On a un personnage comme Ezra qui semble avoir une seule obsession, c'est de séparer autant qu'il est possible Israël des nations. Ça marche pas vraiment, ça marche jamais complètement. Donc ce qui me plaît dans le judaïsme, c'est qu'il n'est jamais totalement cohérent avec lui-même. Et c'est ça, c'est cette ouverture qui peut-être permet de penser la distinction au-delà de la division. Voilà. Merci à tous les trois. Alors, je voudrais juste rappeler 2 livres, comme on le fait rituellement à la fin de cette émission. 2 livres dont les lectures m'ont beaucoup attiré, dont les titres m'ont attiré. Un qui m'a un peu déçu, je vous le dis tout de suite. C'est un inédit en français de Richard Wagner, Le Carnet brun, son journal intime, de 1865 à 1882, C'est chez Gallimard. Et en fait, c'était paru en Allemagne en 1975, mais jamais en France. C'était en dehors des offres complètes. Alors, évidemment, quelque chose qui est inédit. On se dit c'est caché, etc. Ça doit être explosif. C'est pas explosif. C'est intéressant, mais ce sont des fragments. Des fragments où il parle évidemment de musique, mais aussi de littérature, d'histoire, de philosophie, de politique, de beaucoup de choses. Il n'y a rien d'antisémite, je vous le dis tout de suite, parce que quand on vous dit Wagner, on pense tout de suite au judaïsme, à la musique, son pamphlet. Là, c'est pas le cas. Mais ce qui est un peu décevant, c'est la forme très décousue, forcément, d'un journal qui part un peu dans tous les sens, avec des notes parfois intéressantes, parfois un peu superflues. Voilà. Mais je l'ai lu quand même. L'autre, en revanche, m'a enthousiasmé, et je ne saurais trop vous engager à le lire, de même que les 3 livres de nos invités. L'auteur s'appelle Uwe Wittstock, et le livre s'intitule Février 33. L'hiver de la littérature, et évidemment en photo, c'est l'image de l'incendie du Reichstag le 27 février 1933. Et l'auteur, qui est un ancien critique littéraire, éditeur, correspondant de Die Welt à Paris, l'auteur s'est intéressé à ce qui s'est passé en Allemagne, et notamment à Berlin, mais pas uniquement, pendant 1 mois et demi, entre le 30 janvier 1933, la nomination d'Hitler, non pas son élection, comme chancelier, et puis, disons, les 15 premiers jours de mars. Donc, pendant 1 mois et demi, c'est pratiquement jour le jour, c'est écrit au présent, donc on a vraiment l'impression d'y être. C'est basé et documenté sur énormément de livres écrits par la suite et de mémoires, de souvenirs, et c'est l'attitude, la stupéfaction, la sidération de gens comme Thomas Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, bien sûr, Erika aussi sa sœur, mais aussi Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Alfred Döblin et Gottfried Benn, l'auteur de Double Vie. Bref, des grands écrivains, des grands artistes, des grands intellectuels allemands qui savent ce qui va arriver depuis des mois, parce que la rue appartenait au SA et au SS, et qui se retrouvent soudain sous le régime nazi et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'incendie du Reichstag, évidemment, annonce le pire. Et déjà, on commence à en arrêter certains. Il y a déjà eu des autodafés un peu partout. Et là, on est avec eux, parce que c'est écrit au présent, pour essayer de savoir comment chacun réagit. On se met presque à leur place. Certains disent tout de suite, il faut partir. C'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit avec un régime pareil. Il y en a d'autres, comme Gottfried Benn, grand poète et médecin, qui
préfère rester, mais qui choisit l'exil intérieur. En fait, il y a énormément de solutions, mais surtout, il y a énormément de problèmes, parce que chacun a ses propres problèmes financiers, matériels, attachement familial, etc., etc. Et j'avoue que ça fait froid dans le dos, parce que, en fait, c'est un livre d'actualité, en quelque sorte. Mais c'est vraiment très très bien fait, très bien raconté et très bien documenté. Voilà, merci à tous les trois. Merci à pour vous. vos livres. J'engage nos spectateurs et auditeurs à les lire et je leur dis à bientôt pour une 7e édition des 5 livres.